Une appli qui marche vite, et en effet ça marche. Attendre, aujourd'hui, c'est un truc qu'on supporte plus en fait. Et puis tu perds l'effet waouh quoi. Souvent en informatique, tu te dis mais ça n'arrive pas. Surtout quand t'es jeune, tu vois. Tu te dis oui ok, il faut des backups machin, mais t'as encore jamais vu un disque dur qui casse. Tu le fais parce que bon, t'as appris qu'il fallait faire ça et donc tu le fais comme ça. Et là en fait, tu dis c'est possible quoi. C'est possible que là mon serveur il brûle. Moi un des grands sujets que j'ai, c'est d'avoir le moins de certitude possible. Je trouve que dès que t'as une certitude, en fait, tu t'enfermes un peu dedans. À la fin, tout va bien se passer. Si tout est pas en train de bien se passer, c'est que c'est pas la fin. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien, aujourd'hui, je suis en compagnie de Nicolas Durand, qui est le CTO de Dametis. Merci Nicolas d'avoir accepté l'invitation et d'avoir fait tout ce long chemin pour venir jusqu'ici. Bonjour. Pas trop long ? Non, j'habite à 45 secondes, je pense, de tes bureaux, donc ça allait. Bon, on se recroisera peut-être post-enregistrement dans les rues de Gentilly. Je commence le podcast par remercier Clément Pellegrini que j'ai reçu sur le podcast, sur le podcast CTOs Carnot. Mm-hmm. C'est lui qui nous a mis en contact et je crois que vous vous êtes rencontrés justement dans cette entreprise. Est-ce que tu peux te présenter et puis revenir sur cette rencontre peut-être rapidement? Avec plaisir. Moi je m'appelle Nicolas Durand, j'ai 30 ans, je suis CTO de Dametis et effectivement avant j'étais CTO adjoint chez Carnot Computing. Et Clément d'ailleurs la rencontre elle est assez rigolote puisqu'elle date pas du tout de Carnot Computing, elle date de quand on avait je crois 11-12 ans où on s'est rencontrés sur des forums à l'époque de Warez, donc où voilà on s'amusait un peu à échanger des films au début d'Internet, enfin pas Internet, mais au début de ces communautés un peu de partage de films, au début des DivX, etc. Et waouh. Et en fait, c'est en arrivant, on était resté en contact sur des réseaux IRC, etc. Et c'est en arrivant en école d'ingénieur qu'on se retrouve sur Internet à discuter, et puis on dit tu fais quoi dans la vie toi finalement, qu'est-ce que tu vas faire? Et puis qui me dit je suis en école d'ingénieur, je rentre à Epita. Je lui dis moi aussi. Et en fait, ça se trouve dans la même classe, premier jour. Alors qu'on se connaissait depuis 10 ans sans s'être jamais vu quoi. Ok, belle rencontre. C'est rigolo quoi. Ouais. Et du coup, vous êtes retrouvés chez Carnot, vous avez bossé ensemble également. C'est ça. Et après, en fait, on s'est un peu, on n'a pas fait les mêmes spécialités. Moi, je suis parti au Luxembourg chez Deloitte pour faire du machine learning, et puis lui a rejoint Carnot très tôt. Et puis en fait, Carnot qui est pas loin de tes bureaux non plus, était pas loin de l'appartement que j'avais historiquement à Gentilly. Et quand j'en revenais, il me disait vas-y, passe, on va regarder, viens voir Carnot quand même, c'est cool comme boîte. Et puis j'étais venu, puis j'y suis resté pendant 4 ans. 4 ans et pour quitter Carnot et cofonder. C'est ça, cofondé de Dametis. Dametis qui est une start-up qui a maintenant 2 ans et 7-8 mois. Oula, c'est comme les bébés. C'est ça, on compte encore les mois. On compte, c'est ça, ouais. On compte avec les mois, puis on compte avec les doigts aussi, comme les enfants. Ouais, c'est un beau projet. Dametis, ça veut dire quoi? Dametis, c'est la contraction de 2 termes, data, la donnée, et métis qui était une déesse grecque de la sagesse et de la ruse. Donc c'est l'idée d'utiliser la donnée, de la sagesse et de la ruse pour permettre, on y reviendra, mais à des industriels de construire des usines les plus écologiques, les plus performantes d'un point de vue environnemental. On peut y revenir tout de suite en fait sur ce que vous proposez, votre offre, votre expertise, quoi. Ouais. L'idée de départ en fait, c'est d'essayer c'est l'équation de Kaya. C'est assez connu maintenant, mais donc c'est une équation qui te dit si tu veux mesurer la quantité de CO2 qui est rejeté dans l'atmosphère, donc le CO2 qui est le gaz à effet de serre le plus important aujourd'hui, t'as 4 leviers. C'est le nombre de personnes qu'il y a sur Terre, fois le nombre de services qu'utilise chaque personne, fois le nombre d'énergie qu'utilise chaque service, fois la quantité de CO2 par unité d'énergie. Donc en gros, si tu veux limiter la quantité de CO2 que tu as dans l'atmosphère, il faut soit que tu limites le nombre de personnes. Voilà, ça c'est pas l'approche qu'on a voulu avoir pour des raisons assez évidentes. Soit il faut que tu limites le nombre de services par personne.
bon, c'est de la décroissance, c'est des projets politiques intéressants, mais si tu le prends à l'échelle du monde entier, tu sens qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui ont accès à très peu de services, donc nous, en tant qu'Européens, se limiter un petit peu, c'est possible. Demander le même travail à des gens qui sont dans des pays moins développés, c'est pas très équitable, on va dire. Soit avoir des services plus performants, soit de l'énergie qui est décarbonée. Et donc, il restait ces deux leviers sur lesquels nous, on pouvait agir et on voulait agir. Et donc, on s'est dit, on va essayer de s'arranger pour que une usine, elle soit la plus écologique possible, elle ait l'impact environnemental le plus limité possible. Et donc, on a associé des experts de l'industrie, de la matière, de l'énergie, du traitement d'eau, enfin, plein de sujets, à des informaticiens qui, eux, permettent de créer des outils pour simplifier cette analyse-là. Et du coup, vous adressez les usines. Votre cible, c'est les usines. Principalement, ouais. On regarde un petit peu le grand tertiaire, mais aujourd'hui, on est principalement sur l'industriel. Et du coup, pour donner des exemples concrets de ce que vous arrivez à améliorer dans les usines, au travers de vos experts et de l'informatique, du coup. En fait, une usine, c'est une machine à transformer quelque chose. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux le voir un peu comme une boîte qui prend en entrée de l'énergie, du gaz, de l'électricité, de la matière première. Par exemple, si tu fais des yaourts, du lait. Et puis tu vas sortir un produit transformé, donc du lait que tu as transformé en yaourt. Parfait. Là-dessus, tu vas vouloir, si tu veux améliorer ça, en fait, tu n'as pas beaucoup de leviers. C'est-à-dire que soit tu vas limiter la consommation d'énergie que tu as pour transformer, soit tu vas limiter la quantité de matière que tu utilisais pour faire la même quantité de produit, soit tu vas t'arranger pour que... Alors ça, comment tu peux faire avec la même quantité de matière, enfin pas la même quantité de matière au départ, avoir la même quantité de produit? Alors en fait, c'est parce que tu perds de la matière quand tu crées du produit. T'en jettes. Pourquoi ? Parce que tu peux avoir des défauts de fabrication, mais surtout ton usine, tu vas devoir la nettoyer. Et donc la nettoyer, en fait, c'est... tu vois, t'as des tuyaux dans lesquels, je prends l'exemple d'usines qui font des yaourts, dans lesquels passe du lait. Bien sûr, ces tuyaux-là, tu vas les nettoyer très souvent, et donc tu vas pousser du lait à l'égout avec de l'eau. Et les rebuts. Les rebuts. Ok. Et donc ça, il faut l'optimiser, il faut détecter, de dire en fait attends, j'ai perdu. Et c'est des millions d'euros, enfin c'est des quantités énormes parce que c'est des choses qui sont très fréquentes. Et donc et pareil sur l'énergie, tu vois, ça va être de se dire mais en fait là pour faire mon chocolat, mon ceci, mon cela, j'ai besoin de générer tant de vapeur, tant d'eau froide. Et quand on arrive et qu'on regarde comment c'est fait, on se rend compte qu'il y a une marge de progression qui est énorme. Et du coup, vous avez accompagné quel client ? Aujourd'hui, on bosse avec des boîtes comme Danone, comme Renault. Ouais, c'est les grands noms récents. Et pour donner des ordres d'idées, entre avant et après votre intervention, on gagne quoi ? De 1, 2, 3%, 4%? Oh non, c'est plus que ça. Après, je peux pas donner de chiffres très concrets sur le sujet. Mais non, il y a des marges de progression qui sont quand même intéressantes. Et alors, en quoi l'informatique joue un rôle ? L'informatique joue un rôle parce que aujourd'hui, alors j'ai pas ces chiffres précisément en tête, mais t'as des dizaines de milliers d'usines dans le monde, voire beaucoup plus, en France, pardon. Aujourd'hui, t'as énormément d'usines et t'as quand même très peu d'experts. Et donc t'as besoin d'automatiser ce sujet-là. T'as besoin d'avoir des gens qui sont capables ceux qui savent faire cette analyse-là, il faut pouvoir automatiser leur savoir parce que si tu demandes à des humains de le faire à chaque fois, eh bien t'es trop lent en fait. L'enjeu il est tellement urgent, il est tellement important que si t'as pas une manière d'automatiser ce sujet-là, eh ben t'avances pas assez vite. Je veux dire, pourquoi Tinder existe alors que les agences matrimoniales existaient déjà avant? C'est juste parce qu'il y a de plus en plus de gens et puis que t'as pas le temps de mettre ça dans une petite annonce dans les journaux. C'est plus assez rapide quoi. Ok. Bon, avec Tinder, on a bien compris. Du coup, toi, ton rôle quand t'arrives, c'est feuille blanche, début de l'aventure. T'es le seul techos de la boîte. T'arrives au tout début, t'es co-founder, quoi. C'est ça, on démarre à 4. Et en fait, c'est assez intéressant parce qu'on est un peu 4 personnes très différentes avec des expertises très différentes. On a en fait un expert un peu commercial qui aujourd'hui est le président, Julien Aristizabal, qui lui a une grosse vision à la fois du marché et une grande ambition par rapport au projet. T'as un expert de l'industrie de l'énergie. T'as un gars qui a bossé depuis 20 ans, Sébastien Papoin, qui a bossé depuis 20 ans dans le monde de l'énergie et de l'industrie, qui connaît ça sur le bout des doigts. T'as un expert en financement, Cédric Pernaut, qui lui connaît tous les leviers qu'on peut faire pour, si tu dois faire des travaux immenses dans une usine, comment les financer et comment les rendre rentables. Et puis t'as moi, Nicolas Durand, un expert en informatique, qui est de dire comment est-ce qu'on va faire du software pour automatiser tout ça, quoi. Et ton rôle entre aujourd'hui et il y a 3 ans, casquette CTO, mais
développeur, quoi. C'est ça. Au début d'une boîte, le CTO, c'est juste le seul dev en fait. Donc les premiers mois, c'est des nuits blanches à taper du code en fait, à poser les bases de la boîte. Parce que forcément pour faire toutes ces analyses automatiques, c'est de la remontée de données, donc c'est développer des systèmes d'acquisition de données, des systèmes de stockage de données, et puis d'API pour faire des mathématiques sur ces modèles. Donc c'est poser toutes ces bases là. Donc tu fais tous les choix structurants du démarrage. C'est ça. C'est quoi les a posteriori? Bon, t'as fait quels sont tes choix? Et est-ce qu'il y en a que tu remettras en cause aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a que tu trouves très très bons? Alors il y a eu un premier choix qui était, moi je trouve, qui nous a beaucoup aidé. Ça a été l'idée d'être full TypeScript. Donc TypeScript, qui est un langage, une surcouche au JavaScript de Microsoft, surcouche typée, qui fait qu'en fait très vite tous les projets utilisant exactement la même techno, la même stack, c'est très facile de partager du savoir, du code, des types, et donc on a pu avancer très vite là-dessus. Ça a été une très belle réussite. Et je dirais le regret, la petite erreur, c'est qu'on est parti sur une base de données time series Influx en l'occurrence, et aujourd'hui on en revient un petit peu puisqu'on se rend compte qu'on a un enjeu de mathématiques qui est très fort. C'est quoi une base de données time series? En gros l'idée c'est de se dire t'as les bases de données SQL ou ToSQL qui servent à stocker des documents, des valeurs, ouais. Mais quand tu viens stocker énormément de points en fonction du temps, t'as pas forcément la même manière et besoin des mêmes outils pour récupérer ces données là. Donc en gros tu viens les stocker dans des formats qui sont plus faciles, enfin plus adaptés je dirais à des queries qui sont je vais récupérer par exemple la moyenne de ma température avec un échantillon toutes les 2 heures pendant un an quoi. Et ça en SQL, tu fais ça en MySQL, tu vas avoir une performance qui va être très mauvaise. Tu fais ça avec des bases de données time series, t'auras une réponse en 30 millisecondes quoi. Ok, et ça, donc c'était un bon. Enfin, tu reviens de ce choix-là, du coup? On en revient parce que on n'avait pas assez mesuré à quel point on avait besoin de faire des mathématiques avancées. Si tu veux, en fait, quand tu fais une infrastructure de base de données et de code, une API, basiquement sur une base de données, ce qui est le cas de 90% des backends un peu classiques, il y a une partie du calcul que tu vas faire côté DB, avec des queries SQL, NoSQL ou autres, mais donc tu vas potentiellement faire tes unions, tes différents opérateurs qui sont à ta disposition, et puis tu as d'autres types de traitements que tu sais pas faire en DB, que tu vas faire dans ton API. Mais tu as donc un sujet, un petit trade-off de performance, c'est que ta DB elle est extrêmement forte pour aller récupérer et agréger tes données, et puis ton code il est assez puissant pour normalement faire les ajustements à la fin que ta DB est pas capable de faire. Sauf que nous, le problème c'est qu'on travaille sur énormément de données. Si tu fais des mathématiques sur beaucoup de données, tu as besoin de récupérer toutes ces données. Quand on parle de beaucoup de données, on parle de quoi? C'est des dizaines de millions de points. Ok. C'est pas énorme en fait, mais tu le veux en temps réel. Tu te dis tiens c'est quoi au fait ma consommation de ceci sur les 6 derniers mois, si tu dois attendre 10 secondes c'est la loose quoi. Tu la veux, tu vois, tu t'as pas envie d'attendre aujourd'hui, et donc t'as envie d'un produit où tu puisses en quelques secondes dire ma moyenne glissante sur tel truc, je veux faire une régression linéaire de la moyenne glissante de tel truc filtré juste parce que si je m'intéresse aux valeurs de ce capteur là pendant que mon usine elle est éteinte, ça a pas d'intérêt. Bref, tu vas te mettre à aller ajouter plein de mathématiques en fait sur ton truc que ta base de données ne sait pas faire à ta place, et donc tu dois avoir une API qui est capable de dire ok je vais récupérer 10 millions de points, faire quand même des maths assez avancées dessus, et je veux avoir une réponse en moins de 200 millisecondes quoi. Et ça c'est une structure qu'on n'avait pas au début et qui aujourd'hui nous différencie vraiment parce qu'il y a un côté en fait, une appli qui marche vite, il y a un effet ça marche quoi. Je veux dire, si quand tu attendre aujourd'hui c'est un truc qu'on supporte plus en fait, tu te rends compte que le concept d'attendre 3, 4 secondes, 5 secondes pour avoir une réponse, c'est il y a un effet, t'as perdu l'utilisateur là. Ouais. Et puis tu perds l'effet waouh quoi. Alors qu'à une époque, on se disait oula, si on attend, c'est que c'est compliqué. Mais il y avait un truc, alors j'ai jamais su quelle était la part de vérité là-dedans, mais c'était sur les comparateurs de billets d'avion, choses comme ça, qui mettaient des fausses progress bars. En gros, l'idée c'était de te dire, si tu arrives sur un site que tu veux comparer, tu vas trouver le billet d'avion moins cher parmi toutes les compagnies, que tu rentres, je sais pas, Paris-New York, boum, t'appuies sur le bouton et en 1 milliseconde t'as la réponse, tu veux dire non mais ils ont pas cherché, c'est pas le moins cher. Ça a pas duré assez longtemps, c'est pas possible.
De même, tu as un médecin qui te prend une radio, qui la regarde une demi-seconde et qui te donne une réponse, t'as envie de lui dire, non, ouais, regarde un peu plus. Et donc, il mettait des fausses progress bars pour que tu aies l'impression de te dire, ah ouais, ils ont cherché là. Tu vois. Et donc, en fait, à un moment, tu veux attendre, et donc tu veux que le site te dise, attends, vas-y, je vais attendre 4, 5, 6 secondes, et là, tu te dis, ouais, je suis sûr, ils ont cherché tous les billets d'avion. Alors qu'en fait, le back-end sait répondre à cette question en 200 millisecondes, quoi. Ok, donc du coup, vous avez fait le choix d'aller la performance, c'est important. Ouais. Il y a d'autres choix techniques qui ont été structurants. Du coup, les modèles mathématiques, c'est toi qui les maths, c'est toi qui développais aussi. Ouais, alors enfin, on se base sur des outils open source. Hein, on réinvente pas la roue non plus à chaque fois. Mais après, je dirais la théorie derrière, oui, c'est nous qui la posons. Comment analyser l'énergie. Ça, c'est pas moi qui le faisais, hein, c'était nos experts de l'industrie qui nous donnaient des formules, des idées, des approches, des grandes théories, et puis que nous, on venait implémenter mathématiquement. Mais, et puis un autre sujet qui a été vraiment structurant pour nous, ça a été le concept de monorepo, qui est un concept qui a été pas mal poussé par les grandes entreprises, les grandes startups qui ont évolué, donc les Google, les Facebook, etc., qui est le concept d'avoir un seul repository Git, avec tout le code de la boîte, en fait. Et donc pas de se dire je vais créer un repo Git par projet, mais je vais créer un seul repo Git et tous les projets dedans. Et en fait, ce qui est génial, c'est que tu as une version constante qui est constamment compilable, constamment fonctionnelle, avec toutes tes briques qui sont compatibles entre elles dans un repo. Parce que le problème que tu as quand tu commences à faire une architecture microservice, t'as un truc très vite qui se passe, c'est que t'as telle personne qui bosse sur tel projet, qui va le rendre incompatible, qui va faire une montée de version, mais du coup tu sais plus le front et il est compatible avec quelle version de l'API, qui est compatible avec quelle version du moteur de calcul, qui est compatible avec quelle version de ceci. Et puis dès que tu veux partager du code entre ces projets, ça devient très compliqué, tu te mets à devoir créer des libs que tu vas publier à des endroits, etc. Alors que si t'as tout en fait dans le même repo, et t'es capable en fait d'avoir constamment du code qui fonctionne, et puis 2, si tu veux partager du code, c'est trivial. Ça a été très fondateur pour nous, ouais. Ok, t'as l'air d'autres choses fondatrices? Non, c'est bon. Non, c'est bien. Ouais. Alors du coup, une fois que les fondations sont posées, c'est vrai que quand on parle de création de boîte et de début de boîte, peut y avoir aussi des galères ou des trucs un peu imprévus. Vous avez essuyé quelques pots? Ouais, bon, le Covid, hein. Le Covid, ça a été rigolo. Nous, on a coutume de dire, on a créé la boîte donc en septembre 2019, et très vite en fait, on s'est pris le Covid, et puis 2, l'incendie d'OVH. Donc c'était quand même deux plaies d'Égypte qui nous sont tombées dessus. Ouais, c'était. L'incendie d'OVH, ça vous a impacté comment et pourquoi? Alors, ce qui a été génial, c'était pas du tout. Ça nous a pas du tout impacté. Alors. Non, mais en fait, non, mais c'était quelque chose qui était ultra formateur en fait, parce qu'on avait à l'époque juste 2 gros serveurs dans 2 data centers différents. Donc dès le début, on a quand même été un petit peu sérieux. Mais en fait, souvent en informatique, tu te dis mais ça n'arrive pas. Surtout quand t'es jeune, tu vois. Tu te dis oui, ok, il faut des backups, machin, mais t'as encore jamais vu un disque dur qui casse. Tu vois, t'as encore jamais eu un serveur qui brûle. Tu te dis ça arrive pas, quoi. Tu le fais parce que bon, t'as appris qu'il fallait faire ça et donc tu le fais comme ça. Et là, en fait, tu te dis c'est possible, quoi. C'est possible que là mon serveur il brûle. Et qu'on me dise il est brûlé. Tu vois, mais c'est comme le Covid. Tu vois, jamais quand tu crées une boîte, tu te dis, imagine s'il y a une pandémie mondiale et que tout le monde doit rester chez soi pendant des mois. Tu penses pas à ça, en fait, hein. Mais en fait, après, tu te rends compte, tu dis, ah ouais, mais en fait, tu vois, c'est quand même cool parce que du coup, les outils que j'ai mis en place, les procédures, les documentations, les systèmes de travail, ah ouais, en fait, ça permet d'être résilient, quoi. Et donc, tu te rends compte très vite que, tout ce que tu mets en place pour structurer ta boîte, ça te permet d'être résilient à tous les imprévus. Vous êtes résilient à tous les imprévus? Pas du tout. Ah, mais on essaye, en tout cas, c'est toujours la gestion du risque, hein. Tu regardes la probabilité du risque et puis tout ce que tu peux faire pour essayer de le minimiser, quoi. Je saute du coq à l'âne et je me posais la question, Carnot, Damétis, bon, il y a quand même un petit fil rouge. Ouais. Le fil rouge, bon, c'est un peu orienté green. Ouais. C'est un hasard, c'est une volonté de ta part, c'est non, c'est une vraie volonté. C'est une vraie volonté de se dire que en fait t'as une vie, on est 7 milliards et quelques sur Terre à peu près. Toi t'as une vie, t'as un rôle à jouer un peu dans cette société mondiale. Tu te dis qu'est-ce que je veux faire, quoi. Alors je suis pas médecin, je peux pas soigner les gens, je peux pas faire grand chose. Et tu te dis, c'est quoi les problèmes qu'il y a à résoudre. Donc moi c'est le green, c'est pas parce que je suis pas né écologiste, je suis pas engagé politiquement, etc. Mais de te dire c'est quoi les problèmes qui se posent au monde dans lequel je vis
et qu'est-ce que je peux faire. Si j'étais né dans les années 50, j'aurais dit bon bah faut que je crée des fusées pour aller sur la Lune, quoi. Et là, dans les années 2010, 2020, tu te dis bon bah le problème c'est qu'il va falloir trouver des solutions quand même à la transition énergétique. Et ces solutions-là, bah elles vont venir déjà effectivement, hein, la science va pas tout résoudre, mais donc des humains, mais on a un rôle à jouer tous là-dedans. Et donc de se dire moi qu'est-ce que je peux faire. Et en fait, que ça soit avec Carnot Computing, où c'était de se dire on va faire du chauffage écologique gratuit qui va réutiliser la chaleur fatale des serveurs, et ou alors d'Amétis, où de se dire en fait les usines, si demain elles consomment autant d'énergie qu'elles consomment aujourd'hui, et il faudra qu'il y en ait moins. Donc ça veut dire que tu auras moins de pulls, moins de voitures, moins de trains, et donc basiquement tu auras une vie qui sera moins agréable. Et adresser ce problème-là aujourd'hui, c'est se dire comment je fais pour que demain la société elle fonctionne un petit peu mieux, un peu plus vertueuse. Qu'est-ce que je peux faire pour ça, quoi. Et donc d'Amétis. Et t'as quitté Carnot pour d'Amétis? Ouais. Ouais, c'est ça se fait dans l'opportunité, l'envie de créer aussi. Ouais, de partir à zéro, d'avoir en fait d'être à la base du projet. Moi, j'avais rejoint Carnot quand ils étaient encore très petits, donc j'avais eu un impact assez fort, je pense. J'avais pu faire beaucoup de choses, mais c'est pas ton bébé, tu vois. C'est pas. Il y a un moment, t'as envie vraiment de partir de zéro et de tout structurer, de faire exactement les choses comme toi tu veux le faire. C'est un peu présomptueux peut-être, mais c'est cette envie-là en tout cas de créer quelque chose de tout nouveau. Et puis quand la question s'est posée, j'avais 28 ans et je me suis dit ouais c'est vraiment le meilleur moment, quoi. J'ai plein de temps, plein d'énergie, plein d'envie. Fonçons, quoi. Et c'est quoi les grosses difficultés que vous avez traversées, rencontrées, que tu rencontres? Les grosses difficultés, alors, le mot difficulté peut être dangereux parce que c'est pas des choses négatives, c'est des choses, tu vois, c'est quoi, on va dire challenge. Ouais. non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est comme dans un couple, dans toute relation, etc. Tu vois, c'est des trucs qui sont autant des difficultés que fondateurs. Nous, la difficulté, je dirais, c'est que on fait plein de métiers différents et qui sont parfois assez durs à réconcilier. Tu vois, on est 4 cofondateurs. T'as un qui est expert en commerce, donc qui a envie d'avoir un super produit à vendre. T'en as un qui est un expert en industrie, donc qui a envie d'avoir un outil ultra bien pensé pour ses besoins, etc. T'en as un qui est expert en informatique, donc qui a envie de faire un truc sexy, machin, avec des super technos et tout. Et t'en as un autre qui est expert en financement, qui a envie que l'argent coule à flot et qu'on arrive à payer les salaires. Et donc, faut réussir à mettre un peu tout le monde autour de la table et dire, ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est faire un logiciel. Donc chacun doit apporter un bout de sa pierre. Mais il va falloir que quand tu viens pas du monde du software, que vous compreniez comment en fait on fait du software, comment on pense du software. Et des fois, quand on n'est pas du monde de l'informatique, on entend souvent les gens qui connaissent pas grand-chose d'informatique critiquer. Tu vois, ils voient la moins appli, il y a moins de nouveautés, etc. Ah, c'est nul, ils sont bêtes, ils sont pas pensés à, oh là là, etc. Et en fait, non, créer une application, créer un produit informatique, c'est très très compliqué. Et donc, il faut essayer de transmettre ça aux gens dont c'est moins le métier. Ça, c'est ta difficulté. C'est un des enjeux. Mais je pense qu'en fait, il se pose à tout le monde, si tu veux. C'est que quand tu veux créer n'importe quel type de produit, t'as besoin d'essayer de te dire quel problème je résous, pourquoi je le résous, et comment est-ce qu'il faut le résoudre. Moi, j'ai toujours tendance à dire, alors je sais pas si c'est vraiment la vraie histoire, mais je pense que personne au monde n'a un jour demandé Excel comme logiciel, tu vois. Personne n'a dit ce qu'il faudrait en fait, moi ce qu'il me faudrait en tant que comptable, c'est un sort de tableau infini où je puisse mettre des formules, des ceci, des cela, etc. Ces gens-là, ils demandaient à l'époque, moi ce que je veux, c'est un outil où je peux rentrer le salaire que j'ai à payer, que ça me génère automatiquement les charges et tout. Et en fait, t'as quelqu'un qui a réussi à comprendre l'essence du problème, à dire ok, en fait, à entendre plein de gens qui avaient plein de problèmes différents. Ok, l'essence de votre problème, en fait, il se résume en un tableau avec des formules, des machins et tout. Et donc, tout l'enjeu, c'est de réussir justement à pas prendre pour argent comptant un besoin, mais d'en comprendre l'essence, de dire ok, en fait, ton besoin c'est ça. C'est pas ce que tu me dis. Toi, tu m'expliques quelque chose, mais qui est pas en fait ce qui est ta vérité, mais qui est pas t'as pas trouvé la réponse en fait. Et par contre, moi, expert informatique, qui aime un peu la création de produits, je vais essayer de voir ce qui est, grâce à ma trousse à outils, ce que je vais pouvoir faire pour résoudre ça, quoi. Et donc, mais de la même manière que quand tu vas chez le médecin, tu vois, tu vas pas lui dire ce qu'il faut, tu vas pas voir ton médecin en disant bonjour, il me faut une radio du genou. Tu vas lui dire j'ai mal là, quoi. Tu vois. Non, mais il y a plein de métiers où, en fait, il y a des métiers où ça te semble vachement naturel d'expliquer la solution. Et tu vois, quand tu parles d'informatique, t'as très envie de dire je voudrais une appli avec des boutons pour faire ça, etc., machin. Alors que tu vas chez le médecin, tu lui dis pas je voudrais ça, quoi. Ou alors quand tu vas voir un avocat, tu dis pas je voudrais que vous plaidiez tel article pour dire ça. Non, tu lui expliques un problème et dis ok, bon, maintenant je suis expert des solutions à ces problèmes-là, donc
je vais te trouver une réponse. Donc, pour toi, faire un bon produit, c'est pas forcément écouter l'utilisateur. Ouais, non, surtout pas. Non, mais surtout pas. Surtout pas. Mais surtout, en plus, que l'utilisateur, le besoin qu'il a, il y a 1000 personnes qui l'ont. Parce que si en fait, si tu t'adresses à un problème qu'il y a une seule personne que juste une seule personne a, t'auras pas de client. Donc, en fait, t'adresses à un problème que plein de gens ont. Donc, en fait, le fait qu'il n'y ait pas de solution à ce problème-là, ça démontre que la solution était compliquée à trouver. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il faut se creuser un peu la tête, parce que si la solution simple de la moindre personne qui a ce problème-là, elle est évidente, eh bien, la solution existerait déjà, quoi. Ok. Et tu me disais avant l'interview que vous étiez à Paris et à Angers aussi? C'est ça, ouais. En fait, on a historiquement dans les 4 cofondateurs une personne qui était basée à Angers, puis on avait on connaissait pas mal d'entreprises dans ce coin-là, et donc on a très vite démarré avec 2 bureaux, un à Angers puis un à Paris. Et du coup, l'équipe IT, elle est sur les 2 sites. L'équipe IT est principalement à Paris, ce qui est aussi un enjeu. Tu vois, je te disais de réconcilier l'informatique avec d'autres métiers. On a une équipe angevine qui est très très composée d'experts de l'industrie et de commerciaux, marketing aussi, et puis une équipe parisienne qui est très orientée informatique. Mais de plus en plus, on commence à essayer de mélanger, et donc à ouvrir des postes informatiques à Angers et des postes commerciaux, etc. à Paris pour que tous les gens se parlent au maximum, parce que tu te rends compte que, tu vois, moi je t'expliquais le problème de mon point de vue en te disant faut expliquer aux gens pourquoi l'informatique, mais en fait un commercial c'est pareil, il va te dire attends, faut expliquer à l'informatique pourquoi le commerce. Tu vois, non mais faut pas non plus voir le truc qu'avec sa vérité à soi, ouais. et donc en fait pour ça t'as besoin que les gens ils se retrouvent ensemble, ils discutent, ils s'apprécient aussi, parce que pour avoir ces débats qui sont un peu houleux, parce que t'as des intérêts qui sont contraires, et donc faut se mettre d'accord, il faut s'apprécier, parce que si t'apprécies pas, ces débats ils deviennent juste houleux et désagréables. Si en fait t'arrives à créer un petit peu un lien humain entre les gens, ils ont envie de se faire plaisir, ils sont pas d'accord, ils se mettent sur une table et puis ils trouvent une solution, quoi. Ok. Et aujourd'hui, vous êtes combien? On est 35 aujourd'hui. 35. Ouais. Et sous ta responsabilité? Il y a une petite dizaine de personnes. Une petite dizaine de personnes, donc t'as fait tous les recrutements. Ouais, alors de plus en plus, je commence un petit peu à déléguer, mais le recrutement? C'est-à-dire que avant c'était moi qui faisais vraiment tous les entretiens du début à la fin pour le moindre poste informatique, et aujourd'hui c'est quand même mon équipe qui commence à prendre ça aussi, à poster des offres, à faire les premiers recrutements, enfin les premiers entretiens. Je valide toujours bien sûr, mais essayer aussi de se dire que quand tu arrives à une équipe où tu vas être, là on va être 12-13 dans quelques semaines, quelques mois, tu peux plus non plus être, tout doit passer par toi, quoi. Il faut aussi que les gens, si tu veux qu'ils soient impliqués dans la boîte, dans leurs objectifs et dans ce qu'ils peuvent faire, il faut aussi qu'ils participent à recruter les gens qui seront leurs collaborateurs de demain, quoi. Et l'équipe choisit, du coup. L'équipe choisit, ouais. Ouais, c'est un choix collégial. Ok. Vous avez un process, des petits tips, originalité, particularité? C'est très très classique. Moi, j'aime bien en fait démarrer l'entretien en posant des questions qui n'ont rien à voir avec le job pour lequel tu viens de candidater. Dans le sens où je pars du principe que, tu vois, si tu veux être, on bosse nous beaucoup avec des juniors, donc des gens qui sortent de l'école ou qui n'ont pas beaucoup d'expérience, que j'aime bien voir les gens grandir dans la boîte, et puis je trouve que c'est assez intéressant par plein d'aspects. Mais en gros, du coup, c'est un choix. Ouais, c'est un choix. Ouais. C'est dans 4 ans, vous avez plein de moyens, tu continues à faire le même choix? Alors si t'as plein de moyens, peut-être pas. Ça veut dire qu'effectivement, si demain on a des centaines de millions qui coulent à flot, tu vas sans doute aller recruter les meilleurs experts du monde pour faire une sorte de dream team incroyable. Mais inversement, je pense qu'une startup c'est quelque chose qui grandit. Et si les gens que t'embauches ils grandissent pas avec toi, c'est aussi un peu dommage. Donc non, c'est un choix dont je suis très content. Et alors bien sûr, il y a des aspects financiers à ce choix-là, évidemment, mais je pense qu'il fonctionne bien. Et donc pour rebondir sur le recrutement, c'est de te dire, ça décontenance un peu moi des fois les candidats. J'ai des dev front qui viennent pour candidater, je leur demande vas-y explique-moi Internet. Et puis les gars au début, des fois ils s'énervent un petit peu, ils me disent non mais attends, je suis venu, je voulais que tu me poses des questions sur le React, le CSS, JavaScript. Tu me demandes comment ça marche Internet, pourquoi? Enfin c'est pas juste, quoi. Et en fait tu te dis qu'aujourd'hui t'as tellement un accès au savoir. Tu vois, si tu veux apprendre React, en vrai, si t'as faim, si t'as envie, si tu veux te donner les moyens, tu peux le faire. C'est pas si dur que ça.
Ça va te prendre du temps, tu vas devoir bosser, mais c'est faisable. Et donc en fait, tu te mets à chercher des gens qui ont quelque chose en plus, qui ont une curiosité, un intérêt, une envie. Et ça, c'est peut-être un petit peu une différence. Je sais pas si c'est une différence par rapport aux autres boîtes. Je connais pas les process de recrutement de toutes les startups françaises, mais c'est un peu notre différence, je dirais, de vouloir chercher des gens qui ont ce petit plus, cette curiosité du sujet, et du coup, de les décontenancer un petit peu au début en posant des questions qui n'ont rien à voir avec ce pour les candidates, quoi. Le curseur, tu le mets très côté soft skills, quoi. Ouais. En fait, t'as les deux. Ça veut dire que t'as ce premier truc qui est de voir un petit peu à quel point t'es curieux, et un deuxième qui pour le coup est très bourrin et très juste. C'est t'as 2 heures, t'es enfermé dans une salle devant un PC et t'as un projet à faire. Accès à internet, tout, conditions réelles. Tu viens pour faire du code, tu dis que t'es fort en code dans ton CV ou quand tu parles, plutôt que de te poser des questions sur un tableau blanc, te demander de m'expliquer un quicksort, un algorithme de ceci, de cela. Non, vas-y, tu veux faire du front? Bon, vas-y, fais-moi un petit front-end qui va me lister les Pokémon. Tu veux faire du back? Vas-y, fais-moi un petit API qui va faire ci, ça, etc., quoi. C'est un exercice différent à chaque fois, ou c'est sur l'inspiration du moment, ou... On tourne un peu en rond des fois quand même. On s'amuse pas à inventer un truc différent à chaque fois, mais c'est un peu l'idée, ouais. Mais en fait, c'est de trouver aussi un moyen, parce qu'on a tous nos biais de recrutement, tu vois, et d'essayer de trouver un sorte de moyen très juste pour recruter à la fin, tu vois. Et donc en fait, à la fin, tu te dis, des fois t'es un peu perdu, t'as un peu le doute, tu sais pas trop si la personne va faire l'affaire ou pas. Là t'as un truc très concret où tu dis attends, pourquoi je l'embauche? Pour faire du front. Ok, vas-y, fais du front. Ok, c'est bien, c'est pas bien. Ça simplifie ça rend le truc assez cartésien, quoi. Ok, et si on pousse un petit peu la thématique du recrutement, les premiers recrutements difficiles, importants. C'est un enjeu qui est énorme. C'est un enjeu qui est énorme, les premiers recrutements. Parce que, en fait, déjà, c'est extrêmement dur de comprendre ce dont tu as besoin. Ça veut dire qu'une boîte, elle avait besoin de toi, sans doute, puisque tu y es, mais elle n'a pas forcément besoin que de gens comme toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et toi, forcément, les gens que t'aimes bien, c'est les gens qui sont comme toi. Parce que c'est forcément, toi, tu te considères bien, parce que t'es comme ça. Et donc, tu dois réussir à comprendre de quoi ma boîte a besoin, et qu'est-ce que moi, je sais pas lui apporter. Et du coup, te dire, cette personne-là, qui elle doit être et quelle qualité elle doit avoir pour réussir à apporter ce que moi, j'ai pas réussi à apporter, et pour qu'on soit complémentaires tous les deux. Et donc, tu dois essayer de construire un peu les profils dont tu as besoin, et puis les trouver, quoi. Et puis, ces gens-là aussi, se comprendre que s'ils sont différents de toi, c'est aussi que ils réagissent pas à la même incentive. Donc, est-ce qu'ils vont être intéressés par des défis? Est-ce qu'ils vont être intéressés par une boîte ultra sympathique, humaine? Est-ce qu'ils vont être intéressés par juste de l'argent? Qu'est-ce qui va les motiver pour venir et puis pour rester? Et donc en fait c'est vachement d'essayer de comprendre quelle est la philosophie, la personnalité et les enjeux de ta boîte déjà, donc de quoi elle a besoin, et puis tes collaborateurs pour essayer que ils se sentent bien et ils soient le plus performants possible. Après j'imagine il y a des traits de caractère ou il y a des choses que tu veux communes. Bien sûr, tu cherches des gens quand même qui globalement sont des gens passionnés par leur sujet. Je trouve qu'aujourd'hui on a quand même la chance d'avoir de moins en moins de métiers qui je dirais dans lesquels on ne peut pas progresser. Tu vois, informatique, tu as constamment une capacité à t'améliorer. Un informaticien qui te dirait ça y est, je suis fort en informatique, tu vois, ça n'a pas de sens. Tu sais, si tu fais l'informatique depuis plus de 10, 15, 20, 30 ans, tu sais que tu as juste besoin encore de quelques vies pour pouvoir apprendre 30% du sujet. Et donc on cherche constamment des gens qui ont une sorte de passion, une sorte de moteur d'apprentissage, quoi. T'as envie d'apprendre, envie de savoir, envie de comprendre, envie d'aller plus loin. C'est le trait commun, quoi. Ok, ça c'est le trait commun. Et est-ce que tu disais les premiers recrutements super importants, tu t'es planté sur certains premiers recrutements? Parce que du coup l'impact est hyper fort, quoi. On a fait 2 erreurs, mais pendant le Covid en fait. Donc c'est des stagiaires qui donc du coup sont pas restés. Mais en fait tu vois l'importance de voir les gens en face à face. C'est un enjeu aussi d'ailleurs sur le remote. Tu sens que t'as quand même besoin de pouvoir voir un candidat. Et on avait fait 2 recrutements full remote et c'était très compliqué. Et en fait quand on est retourné au bureau, on se rendait compte que ça passait pas, que l'humain passait pas, que toute la dimension humaine fonctionnait pas, et puis que la dimension technique aussi avait été mal testée, quoi. Donc c'est qu'on fait plus de recrutement à distance. Et puis ah ouais, non, on a besoin de, si tu veux, il y a pas de hasard si
Alors c'est peut-être moi qui suis resté dans le passé, mais tu vois, t'as l'image des startups qui se sont créées, des Google, tu dis ils étaient dans un garage tous les deux, la photo du premier bureau d'Amazon, etc. Enfin, il y a un moment, je pense que pour résoudre des problèmes compliqués, t'as besoin d'être autour d'une même table. Enfin, c'est la table ronde, c'est Arthur, quoi. T'as besoin d'être autour d'une même table et de te dire, ok, on va se mettre ensemble, on va trouver des solutions, un tableau blanc, du café, et puis ça y est, on va avancer. Une fois que tu sais où tu vas, ouais, se synchroniser à distance, bon, c'est depuis ton canapé, super, on le fait, ça marche très bien. Mais pour trouver la solution au problème, t'as quand même besoin d'être de cette petite énergie humaine qu'il y a quand t'es ensemble, quoi. Mais de la même manière que, tu vois, des fois sur le travail, on a envie de dire non, mais on peut travailler 100% à distance. Ok, fine. Tu te rappelles des apéros, des apéros Zoom, à quel point c'était nul. Tu vois, il y a personne aujourd'hui qui dit non, mais on va pas revenir faire des apéros dans des bars, ça a aucun sens. Faire des apéros sur Zoom, c'est vachement mieux. Il y a personne qui dit ça. Parce que ouais, si tu sais que si tu veux te marrer, si tu veux être avec tes potes, t'as envie d'être autour d'une table dans un bar, dans un lieu qui est dédié à ça. Et ben en fait, c'est pareil pour le travail. T'as pas envie d'être juste derrière un écran constamment. Bon, donc du coup, on le comprend, vous n'êtes pas full remote. Ouais. Mais du coup, vous êtes loin de l'être. On est à quoi, la politique 5-7 jours de remote par mois. Et donc l'idée, c'est de trouver un juste milieu entre eux. Moi, je me rappelle, il y avait des trucs qui me choquaient. C'était un peu rigolo. Des fois, quand t'es propulsé chef, tu vois, tu crées une boîte, t'es automatiquement chef. Donc, les gars que t'embauches au début, ils disent, ouais, c'est le chef, tu vois. Toi, t'es pas plus chef qu'un autre. Enfin, en fait, t'es là avant les autres, mais dans ta tête, t'es juste un être humain comme tout le monde. Et que t'as des gars qui viennent te voir en te disant, ouais, je peux aller chez le dentiste à 14h. Bah, ouais. Tu vois, c'est quoi, enfin, dans quel monde je te réponds non, quoi, tu vois, enfin. Et donc l'idée, nous, pour répondre sur le remote, c'est de se dire comment trouver un juste milieu pour garder tout cet aspect humain dont je te parlais, et à la fois bien donner une liberté aux gens pour dire ouais, si tu dois, t'as un colis, t'as fait la fête la veille, t'as envie de, je sais pas quoi, même prendre 5 jours de remote à la suite pour bosser depuis une maison de famille que t'as ou je sais pas quoi, profite, quoi. Donc c'est de trouver un juste milieu, voilà, entre il faut être ensemble pour former une équipe pour avancer plus vite et plus fort. Et puis, il faut garder une liberté et se dire que si le travail, le fait d'y aller, le fait d'y être, ça devient une contrainte qui est désagréable dans ta vie, c'est quand même malheureux parce que tu y passes beaucoup de temps, quoi. Quand tu dis 5-7 jours, ça veut dire que, pour le coup, il n'y a pas une consigne fixe, en fait. C'est à la louche, quoi. À la louche, vous dites ça, quoi. Moi, je suis partisan de donner des consignes fixes, mais pas de les mesurer. Donc, en fait, ça veut dire qu'il y a une consigne fixe, mais elle n'est pas mesurée, si tu veux. Donc, en gros, t'es partisan de faire confiance, en fait. C'est ça. Non, mais en fait, mais de donner quand même un axe, si tu veux. Et le fond du truc, c'est de responsabiliser les gens en disant, on va devoir être désagréable et mesuré dès qu'il commence à avoir des abus, si tu veux. Tu vois, si t'as une personne que tu recrutes, tu dis, ouais, tu mesures pas le remote, et t'as une personne qui vient jamais au bureau, au bout d'un moment, t'es obligé de dire, bon, voilà, on a regardé, en fait, et on voit que tu viens jamais au bureau, c'est désagréable. Et donc, t'es obligé de mettre en place ça. Et donc, si t'essaies de transmettre ça aussi, de dire, on va contrôler personne, on va rien contrôler. On vous donne la règle quand même, pour pas que vous fassiez n'importe quoi, mais comme sur des notes de frais ou autres, tu vois. T'as pas envie que tu fasses une note de frais, il y a un truc qui vient de te dire, le Coca Zéro à 2,50, c'était vraiment nécessaire. Non, tu vois, t'as envie d'avoir une petite liberté quand même pour faire des petits choix, mais fatalement, pas faire n'importe quoi non plus. Donc au début, tu donnes une règle, tu la mesures pas, et puis t'espères n'avoir jamais à la mesurer, quoi. Mais c'est comme, tu vois, c'est comme si t'avais des limitations de vitesse et pas de radar, quoi. C'est cool, c'est mieux, tu vois. Et si jamais tu fais un petit écart, ok, tu te rattrapes la prochaine fois. Mais sauf qu'en fait, quand tu fais ça, les gens font des gros écarts et à la fin, tu dois mesurer. Et mettre des radars. C'est ça. Bon, actuellement, il n'y a pas de radar. Il n'y a pas de radar. Une question que je t'ai pas posée, rien à voir. Start-up, démarrage, tout ça. Vous êtes sur un business model qui aujourd'hui est d'ores et déjà rentable ou vous avez fait vous fonctionnez sur fonds propres, levée de fonds, comme vous avez fait? Nous, on s'est développé sur 2 axes, les travaux et le logiciel. Et donc en fait, les travaux nous ont financé beaucoup la création de la boîte au début, et le logiciel, ça nous a permis d'avoir du temps en fait pour le développer pendant qu'on se finançait sur des parties de travaux. Ces parties de travaux aujourd'hui étaient basées sur des aides qui sont en train de diminuer, voire d'être supprimées. Et donc aujourd'hui, on change de business model. Donc en gros, on a toujours été rentable, mais avec une activité qui aujourd'hui va disparaître, enfin en tout cas être fortement diminuée, et on vient la transformer maintenant qu'on est prêt sur le logiciel. Ah la vache, donc c'était
un pivot, vous saviez que vous alliez pivoter. Ouais, c'est ça. C'est t'ouvres une boulangerie en te disant demain c'est un garage. Ah, c'est marrant, ça. Ouais. C'est dingue. Ouais. Ok. Et vous ne pourriez pas, vous pouviez pas continuer sur l'activité. Non, c'est basé sur les C2E, les certificats d'économie d'énergie, qui sont un système qui est en train de disparaître. C'est un super truc, hein, c'était de te dire, les grands fournisseurs d'énergie vont aider à financer des projets d'écologie. Et c'était génial parce que du coup, tu pouvais aller dans des grandes usines et puis avoir des super aides pour aller remplacer des équipements qui étaient vétustes, qui étaient pas du tout performants d'un point de vue énergétique et avancer comme ça. Et donc, ça nous a permis de nous développer une première activité qui a permis de financer la première année et demie, on va dire, de software et d'être prêt après. Tu vois, au début, quand t'as un soft, tu le vends pas dans la première année, quoi. T'es en train de le créer, il vaut rien. Enfin, il est pas fini, quoi. Et là maintenant, on commence à ouvrir des gros contrats. C'était quoi votre course? Ah, je trouve ça génial. J'ai jamais vu ça. Ouais. Un business model où vous savez que vous partez pour, je sais pas, 1 an, 2 ans sur une activité et que ça vous fait une course contre la montre pour être prêt sur un pivot autre. Surtout, ce qui est génial en plus, c'est que si tu veux, ta première course contre ta première activité, elle te sert de pivot parce qu'elle te fait rentrer dans l'industrie, dans des usines, ouais. etc. Donc en fait, moi je me rappelle au tout début, les gars, on venait les voir pour des travaux. On disait, ah ouais, on a un soft aussi, on va vous l'installer, c'est gratuit, etc. Un truc qu'on avait développé en 2 mois et demi, enfin, c'était nul, ça a fonctionné à moitié. Mais on avait des premiers users, en fait. Et c'était génial parce que c'était un truc gratuit pour eux, donc ils nous disaient, oui, vous voulez récupérer 2-3 capteurs sur ce que vous installez, et puis mettre un front dessus. Ok, cool, on va regarder. Et en fait, t'avais des premiers users, au bout de 2 ans et demi, au bout de 2 mois et demi d'existence, alors que t'avais un produit qui était pas du tout fini. Mais parce que du coup, quand vous installez votre soft, c'est quoi? C'est vous mettez plein de capteurs dans les usines pour récupérer de la data sur. Enfin, c'est quoi les capteurs que vous mettez? En fait, notre soft, si tu veux, c'est de créer un modèle de ton usine et de le nourrir avec la donnée des capteurs de l'usine. Donc en gros, on installe très peu de capteurs parce qu'il y a déjà beaucoup de capteurs en fait dans une usine. Le moindre équipement industriel, il est fait pour être mesuré. Si tu veux, tu t'installes un groupe froid, un truc qui fait de l'eau froide. Ils ont pas attendu, les créateurs de groupes froids ont pas attendu pour se dire que tu aurais envie de savoir la température de l'eau qui rentre, la température de l'eau qui sort et la quantité d'élec qui rentre, quoi. Donc il y a déjà ces capteurs là. Donc c'est juste en fait de se connecter à des boîtiers d'acquisition, quoi. Donc en fait nous ce qu'on vient faire c'est déployer une mini infra IT, basiquement un serveur, quoi, qu'on connecte à tous les équipements importants de l'usine et on vient remonter toute la donnée sur notre soft. Et après, on a des experts. Alors, on a des experts avant ça, en fait, qui viennent analyser l'usine, comprendre comment elle fonctionne, parce que chaque usine est différente, mais composée de briques qui sont un peu identiques. Dans chaque usine, t'as des pompes, t'as des chaudières, etc. Ils sont juste pas branchés pareil dans chaque usine. Donc, on a des experts qui viennent comprendre ton process, comment tu fonctionnes. On vient déployer des capteurs, pas des capteurs, du coup, déployer de l'acquisition de données des capteurs. Et puis après, nos experts viennent créer des modèles de ton usine et créer tout l'ensemble de KPI qu'il faut qu'il faut surveiller puis qu'il faut améliorer, quoi. D'accord, ok. Et du coup, votre course contre la montre, vous l'avez gagnée pile poil dans les temps? Vous l'avez gagnée 6 mois, 1 an avant? Mais en fait, je le vois pas comme ça, si tu veux, parce que une boîte, c'est éternellement une course contre la montre. Parce qu'en fait, quand tu commences à gagner de l'argent, qu'est-ce que tu fais? Tu le dépenses, tu recrutes. Et donc, toi, t'as pas un montant fixe. Là, je suis pas. T'es pas d'accord? Ça dépend. La course contre la montre, c'est combien de temps quand tu lances une boîte, au départ, t'es pas rentable. C'est quel est ton point neutre? Ouais. Et il y a un moment donné, ouais. Quel est ton point d'équilibre? Il y a un moment donné, tu dois être rentable et pouvoir te payer en vivre. Elle est là pour moi, la course contre la montre. Ouais. Après, effectivement, si tu fais du résultat, tu vas essayer d'en faire quelque chose. Nous, je dirais que c'est un peu plus compliqué que ça. C'est parce que on a gagné donc de l'argent avec le sujet de travaux au début de l'activité, qui nous a permis d'avoir des fonds qu'on a encore aujourd'hui, donc qui sont à la banque. On n'est pas aujourd'hui encore, je viens de te dire, rentable 100% sur ce sujet-là, parce que la partie software. Mais en fait, c'est des deux courbes qui se recroisent. Ça veut dire que toi, tu vois ton chiffre d'affaires qui augmente sur ta partie soft, tu vois ton chiffre d'affaires qui diminue sur la partie travaux, et puis tu vois l'argent que tu as à la banque qui diminue aussi. Mais tu vois que ces courbes en fait vont se croiser, quoi. Donc en fait, on n'est pas encore à l'équilibre, mais on est confiant là-dessus, quoi. Et dans 3 ans, on se recroise dans 3 ans. Ouais.
tu reviens, vous en êtes où, le produit il a évolué comment, ton rôle a évolué comment? C'est une bonne question. J'essaie de pas trop me projeter des fois sur. En fait, je trouve que les fois où je fais l'exercice, si tu veux, et je regarde 3 ans après, j'avais juste tout faux, quoi. Donc c'est un truc sur lequel je prends pas trop de temps pour réfléchir. Mais si je me prête au jeu, j'ai envie de dire, on a juste, nous l'approche, c'est vraiment d'aider une usine à minimiser au maximum son impact environnemental. Et donc, c'est de trouver l'ensemble des leviers possibles. Et donc, j'ai envie de te dire, on aura développé notre capacité à faire des travaux, à adapter, à traiter des nouveaux sujets, des nouveaux types de métiers, des nouveaux types d'usines. Tu vois, les gens qui font de l'acier, les gens qui font... Il y a plein de produits différents et tu as besoin d'experts un peu à chaque fois de ces différents sujets. Et donc, c'est de détecter de nouvelles pistes d'économie pour les industriels, d'économie au sens énergétique ou matière, et puis d'améliorer en fait tout, notre produit, nos équipes. Ouais. Et moi là-dedans, qu'est-ce que je ferais? Écoute, des trucs. Ok, c'est pas projeté, quoi. Ouais, non, mais c'est à la fin, ça sera toujours gérer des humains et résoudre des problèmes en fait. Tu vois. Ok, donc pas de levée de fonds de prévu, pas d'accélération via ce biais-là. C'est pas des sujets d'actualité. Plutôt organique. C'est plutôt comme ça que vous voyez le futur, quoi. Ouais, c'est ça. Après, je te dis, Sonexo, tu vois, on a créé la boîte. 6 mois après, il y avait le Covid. Tu vois, faut se projeter dans le futur. Attention, je dis pas qu'on on vit au jour le jour et qu'on réfléchit pas, hein, mais des fois, faire l'exo de se dire dans 3 ans où je serai. Est-ce qu'il y a une fois où t'as fait cet exo-là et t'as eu raison? C'est une question que tu me poses, ouais. Mais c'est pas le jeu. D'habitude, on pose pas de questions. Et ben, j'ai plutôt tendance à me dire que quand tu commences, je vais tâcher de répondre. Et je vais répondre différemment à la question. Je me suis toujours dit, quand tu commences à plus te projeter là où t'es à 3 ans, c'est qu'il y a un souci. Ouais. Mais ça ne répond pas à ta question. Ouais, non, c'est pas ça. Mais j'avais sans doute pas tout vrai quand j'ai fait l'exercice, effectivement. Est-ce que t'as d'autres questions? Non, c'est bon. Tu peux continuer. Mais juste pour rebondir, c'est que c'est pas que je me projette pas. Attention, hein. C'est que j'essaie de me projeter dans une vision un peu vaporeuse du truc, si tu veux, de pas trop rentrer dans le concret, parce que moi, un des grands sujets que j'ai, c'est d'avoir le moins de certitude possible. Je trouve que dès que t'as une certitude, en fait, tu t'enfermes un peu dedans. Et tes certitudes, en fait, de base, elles t'empêchent d'évoluer parce que c'est des vérités immuables que tu te fixes. Et puis tu dis, ok, je vais dans cette direction-là. Sauf qu'en fait, tu vois, imagine que t'es perdu, t'as un avion qui vient de s'écraser, t'es quelque part, tu regardes les étoiles, tu dis, ok, le nord c'est par là, faut que j'aille par là. Tu vas pas avancer de manière aléatoire et jamais prendre en compte les différentes indications. Si tu croises un panneau sur la route qui te dit, tiens, il y a une ville là-bas à 300 mètres, tu vas dire, non, j'ai dit que j'allais là-bas, je vais là-bas, quoi. Donc c'est de se dire, ok, je vais me fixer un objectif, sortir de la forêt, et ça, c'est ça, là-dessus je me projette. Donc tu me dis à 3 ans où je me projette, c'est que la boîte elle est grossie, qu'il y ait plus de gens, que ça fonctionne bien, qu'on ait résolu plein de problèmes pour plein d'industriels, que tout le monde soit heureux. Mais après, précisément, quelle décision on va prendre dans 6 mois, dans 1 an, dans 1 an et demi, en fait, ça va être au fil du chemin qu'on aura parcouru. Et en fait, tu vois, pour l'instant, on est à un endroit du chemin, et j'ai aucune idée de où est-ce qu'on sera dans 1 an. Je peux m'amuser à me projeter, à inventer des choses. Mais en fait, si je le savais, ça serait moins drôle déjà. Parce que si tu fais une rando, tu sais exactement la tête du paysage dans 10 minutes, dans 1 heure, dans 2 heures, c'est un peu moins rigolo. Et puis je pense que aussi, une boîte, sa difficulté, c'est pas d'avoir prévu les problèmes que tu vas avoir et les solutions que tu vas trouver. Ta difficulté, c'est de te rendre compte, c'est de prendre la température en fait constamment et de constamment voir dans quel état elle est, d'un point de vue humain, par rapport à son marché, par rapport à ses clients, et d'ajuster constamment. C'est plus ça ma vision du truc. C'est pour ça que je te dis que j'ai pas de vision à 3 ans. Je suis plus en train de me dire constamment comment est-ce que je mesure ma boîte et comment je fais pour rectifier à chaque fois. T'as un peu la même vision que t'appliques dans les usines avec Dametis. Tu mets des capteurs dans la boîte, tu prends la température et tu regardes. Non, mais c'est ça, ouais. Non, mais c'est exactement ça. Tu vois, les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est pas ceux d'il y a 6 mois, quoi. Ok, donc ouais, effectivement, une posture, ne pas être prisonnier de ses certitudes ou de ses impressions de certitude, quoi. Ouais, je pense que c'est vraiment l'enjeu quand tu crées une boîte, surtout que
quand ça commence à pas marcher, tu vois que t'as fait des recrutements, que t'as 10, 20, 30, 35 personnes, t'as un petit côté un peu, ça y est, j'ai créé une boîte, tu vois, je suis fort, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que pas du tout, t'as eu du bol en fait, quoi. Alors t'as peut-être bossé un peu plus à un moment, t'as peut-être réussi un petit coup un peu malin, mais dans les faits, t'as quand même eu vachement du bol. Et donc, si t'es pas constamment en train de remettre en question les quelques vérités qui t'ont servi à avoir ce coup de chance, un peu à le provoquer aussi, hein, bien sûr, et ben très très vite, ça peut s'écrouler, quoi. Ça peut s'écrouler pour tout, quoi. Et donc, t'es obligé de constamment te dire, mais attends, est-ce que je croyais vrai hier, est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? Est-ce que peut-être que je me trompais hier, juste, et donc je vais corriger cette vérité, ou est-ce que juste le monde a évolué, et en fait, il est plus comme ça? Et il n'y a rien de pire que de finalement de sortir d'une certitude et puis d'avancer, puis en fait à un moment tu te réveilles, tu te dis mais attends, j'avais tort, et puis le monde il est plus comme ça, quoi. Ce qui est assez d'actualité. Ouais, non mais oui, tu vois. Ouais. La Russie n'attaquera pas l'Ukraine. Non, il n'y a aucune chance. Tu vois. Ça n'arrivera pas. Ouais. Ouais, ok. Il n'y aura pas de pandémie mondiale. Tu vois, ça n'existe pas. Personne disait ça, quoi. Si. Et bam. Ok. Ouais. Ok. Et ça pourrait presque être des beaux mots de la fin. Néanmoins, il y a quand même quelques questions qui suivent. Moi, j'aime bien poser la question, est-ce que tu as un proverbe, une maxime, une phrase qui t'accompagne? Il peut y avoir plusieurs phrases. Hein. J'ai plusieurs trucs qui me viennent à l'esprit, ouais. Il y en a une un peu courte que j'aime bien de Camus. C'est créer, c'est vivre deux fois. Et en fait, c'est un peu naïf, mais je pense qu'il y a ça quand t'es entrepreneur, quand t'as envie de créer des projets et de trouver des solutions à des enjeux. C'est quelque part essayer qu'un truc te survive et d'avoir voulu jouer un autre rôle que juste ton existence. Et donc moi, c'est un peu un truc que je fais. C'est aussi pour ça que j'essaye de trouver des solutions un peu modestement, mais à ces grands sujets d'enjeux, de performance et tout. C'est d'essayer qu'il y a un truc un peu qui survive, quoi. Qui survive, de laisser une petite trace, quoi, tu vois, modestement. Donc ouais, Camus, créer, c'est vivre deux fois. Un autre truc qui m'est revenu pendant qu'on parlait, c'est alors c'est un truc un peu naïf, hein, c'est un peu digne d'un post Instagram, mais c'était un prof de maths qui m'avait montré ça, je crois. C'est si tu fais 1,00 puissance 365, ça fait 1, tu vois, 1 puissance n, ça fait 1. Mais si tu fais 1,01, donc t'augmentes de 1%, puissance 365, ça fait beaucoup. Ça fait 27, 37, je sais pas combien, mais ça fait beaucoup. Et si tu fais ça, tu vois, t'augmentes ta puissance, ça devient énorme. Et donc en fait, c'est aussi de se dire constamment, tu vois, on parle constamment de gens qui ont réussi. Tu vois, je sais pas qui écoute ton podcast, mais des fois tu te dis, oh putain, les mecs, ils sont CTO, t'es jeune, t'arrives dans une école d'ingénieur, faire d'informatique, et puis tu vois des gens qui sont CTO, qui ont des boîtes, qui ont des machins, tu fais, oh putain. Mais en fait, tout ça se fait juste. Enfin, faut pas se comparer à quelqu'un qui a déjà fait le chemin, tu vois. On parlait de où est-ce qu'on sera en 3 ans, etc. Faut voir le truc, pourcent après pourcent, et te dire, en fait, ça grandit peu à peu, et c'est très bien comme ça. Et je pense que c'est une bonne maxime de pas se comparer à ceux qui ont déjà réussi, de se dire, du coup, moi, j'arriverai jamais à être aussi fort parce qu'ils ont vachement réussi. Mais en fait, non, pourcent par pourcent, tu vas juste y arriver, t'inquiète pas, quoi. Et par contre, aussi, inversement, si tu fais 0,9 fois enfin plus 65, je vais pas faire les maths de tête, mais ça va très très vite tendre vers 0, quoi. Donc c'est aussi de surtout pas se démotiver et d'avancer, quoi, en fait. Peu importe vers où t'avances, d'avancer, quoi. Ok. Donc une autre? Non, c'est tout. C'est tout? Est-ce que tu as un surnom? Un surnom. J'ai des surnoms affectueux que ma compagne me donne ou que ma mère me donnait, mais non. J'ai peut-être des surnoms que je ne connais pas. Ça m'inquiète. Il faudrait demander à mes collaborateurs qui aient des surnoms secrets. J'espère pas. Je leur demanderai. Ok, donc des surnoms, mais ceux de ta maman et ceux de ta compagne. C'est ça. Et ils restent là où ils sont, quoi. C'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a-t-il une question que je t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose? Non, on a beaucoup fait le tour. Bon, on a parlé de l'humain, on a parlé des certitudes, on a parlé de beaucoup d'enjeux qui sont forts. Moi, on a peut-être non, en fait, si, on a parlé de tout. Non, on est bien. Ouais, on a parlé de tout, ouais. Ok. Ouais. Est-ce que, je rajoute une question. Est-ce qu'il y a un joueur de tennis dont tu aimerais me parler? Allez, je t'ai parlé de ça juste avant qu'on commence. Alors, je suis même pas sûr de la manière dont on prononce son prénom, mais c'est Vitas Gerulatis ou Gerulatis. Je suis pas très fort en grec. Je crois qu'il était grec.
C'était un gars qui était constamment deuxième. Il perdait constamment, mais c'était un peu le Poulidor, tu vois. Et contre le même mec, donc pareil, le nom m'échappe, c'était Jimmy Connors, je crois. Il perdait constamment contre Jimmy Connors. Et qui était le meilleur à l'époque. Et puis un jour, 17e match d'affilée où il perd. Et là, il gagne. Waouh, bam, 17e fois, il gagne. Et après, forcément, les médias, ok, qu'est-ce que vous avez à nous dire et tout. Et le gars a dit, je veux que ce soit une leçon pour tout le monde. Personne ne peut me battre 17 fois de suite. Et tu vois, je trouve ça dingue. Ça rejoint le côté que je disais sur le 1,01, etc. C'est des trucs un peu galvaudés, un peu faciles, bien sûr, mais c'est de se dire, ouais, attends, je vais me tromper 1000 fois, je vais tomber plein de fois, ça va pas marcher, mais en fait, j'avance. Et il y a un moment où ça va marcher. Et il faut pas douter de ça, quoi. Ça va marcher. Attends, je peux te faire une dernière phrase. Je crois que c'est dans Rick et Morty. Tu vois, je t'ai cité Camus et je t'aurais cité Camus et Rick et Morty. C'est de se dire, on aura tout fait. À la fin, tout va bien se passer. Si tout est pas en train de bien se passer, c'est que c'est pas la fin. Tu vois. Donc c'est de te dire, t'inquiète pas, ça va marcher, tout va déchirer. Et si là maintenant le moment il est pas cool, si là le moment ça marche pas, c'est juste que c'est pas la fin. Tu vois, c'est que c'est pas fini. C'est que le combat il continue encore. Et ben cette fois-ci, ça fera un beau mot de la fin. Et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu ou un petit clic pour un partage aux copains ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.